Le sanatorium qui copiait mes pas. En octobre 2022, j'ai fait une erreur stupide. Je suis entré seul dans un ancien sanatorium abandonné, à une trentaine de minutes de route de ma ville, juste pour filmer des plans pour une vidéo d'Urbex. Pas de challenge, pas de pari. Juste ce besoin idiot d'images propres, de couloirs vides, de néons morts, de poussière en suspension. J'avais déjà exploré des friches. Je pensais connaître les règles. 2 heures, pas plus. Puis je rentre. À 18h07, j'ai garé la voiture au bout d'un chemin de gravier. Le bâtiment était là, un bloc de béton posé dans la brume, des vitres manquantes comme des orbites. L'entrée béait, avalant la lumière du soir. Le genre d'endroit où le vent n'entre pas. Il s'infiltre. J'avais une lampe frontale, une torche et ma caméra sur stabilisateur. Je filme toujours pareil. Entrée, couloir, détails, escalier. Je parle peu. Je laisse les sons faire le travail. Dès que j'ai franchi le seuil, l'odeur m'a frappé. Pas seulement l'humidité. Quelque chose de sec, plâtre écrasé, poussière chaude et un fond métallique, comme une pièce où l'on aurait frotté du fer contre de la viande froide. Mes pas craquaient sur le carrelage fendu. Chaque mouvement réveillait des petits éboulements de gravats dans les coins. J'ai commencé par l'accueil. Un comptoir renversé, des dossiers gonflés d'eau, une affiche médicale délavée qui pendait sur un clou, oscillant à peine, alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Je me suis dit, ça arrive, le bâtiment travaille. Je me suis concentré sur l'image. Encadrant le couloir principal, j'ai vu la porte tout au fond vibrer, pas s'ouvrir. Juste trembler. Une vibration fine, régulière. Comme si quelqu'un de l'autre côté posait une main sur la poignée sans appuyer. J'ai arrêté de bouger. La vibration a cessé. J'ai attendu, immobile, le souffle court. Rien. J'ai repris la marche. Et, à la seconde où j'ai fait craquer un morceau de verre sous ma semelle, la porte a recommencé. 2 vibrations. Puis plus rien. Comme une réponse. Au premier étage, le silence était différent, plus épais. Mes sons semblaient aspirés, étouffés, comme si le bâtiment gardait tout pour lui. Et par moments, il y avait ce bruit léger, presque honteux. Un frottement de semelles sur du lino, à peine une seconde, puis le vide. Pas assez fort pour entendre, vraiment, mais assez précis pour que mon corps le reconnaisse. Je me suis arrêté. J'ai coupé ma respiration. Le frottement s'est arrêté aussi. J'ai repris l'air. Le frottement est revenu. 1 seconde, 2, puis silence. Exactement comme si quelque chose bougeait quand je ne l'écoutais pas. J'ai balayé le couloir avec la torche. Chambres ouvertes, salle vide, rideaux arrachés. Personne. Pour me calmer, j'ai parlé à la caméra, à voix basse, comme si je ne voulais pas réveiller l'endroit. 1er étage. Très intact. Ma voix a rebondi une fois, puis s'est éteinte d'un coup. Pas d'écho qui traîne, comme si on avait fermé une porte sur le son. Je suis entré dans une chambre. Un lit rouillé contre le mur. Une table de nuit. Un verre renversé, collé par une pellicule brune. J'ai filmé un plan serré, puis un autre. Et sur l'écran de contrôle, dans le reflet d'une vitre fêlée, j'ai vu une forme derrière moi. Pas une silhouette entière. Une zone plus sombre, verticale, trop proche, à une distance qui n'avait aucun sens. Je me suis retourné d'un coup. La chambre était vide. J'ai reculé. J'ai repris le même plan, exprès. J'ai cherché l'ombre, l'angle, mon sac. Sur l'écran, la forme n'était plus là. J'ai soufflé, presque soulagé. Je suis sorti de la chambre, direction l'escalier. Et juste avant de quitter le couloir, ma caméra a fait un petit clic. L'autofocus qui accroche.
comme si quelque chose, hors champ, venait de prendre la priorité sur moi. Je me suis figé, et derrière moi, dans le silence du sanatorium, il y a eu un bruit net et proche. Un pas. Un vrai. Lourd. Pas devant. Derrière. Je ne me suis pas retourné tout de suite. C'est bête. Mais mon cerveau a essayé de gagner une seconde en faisant semblant que ça n'avait pas existé. Je suis resté figé, la caméra devant moi, les doigts serrés sur la poignée du stabilisateur. Ma lampe frontale éclairait le mur en face. Un mur sale, craquelé. Rien d'autre. Puis le bruit est revenu. Un pas. Encore. Même poids. Même rythme. Plus proche. La sueur a coulé dans mon dos, froide, collante. J'ai senti mon estomac se creuser, comme si mon corps préparait déjà la fuite. J'ai tourné la tête très lentement, sans bouger les épaules, juste pour utiliser la caméra comme un miroir. Sur l'écran, le couloir derrière moi apparaissait en petit. Flou. Instable. Et dans ce flou, il y avait une masse sombre au bord du cadre, comme si quelqu'un se tenait trop près de l'objectif, mais hors champ. Une présence qui n'était pas là une seconde avant. J'ai pivoté d'un coup, torche levée. Le couloir était vide, aucun mouvement, aucune silhouette, pas même une poussière qui danse. Les portes ouvertes me regardaient comme des bouches. Je me suis forcé à avancer, à petites étapes, vers l'escalier. Mes semelles collaient par endroits, puis décrochaient avec un petit bruit humide. Je ne voulais pas courir. Courir, c'était admettre que quelque chose me poursuivait. J'ai franchi 3 mètres. Derrière moi, un frottement de lino. Je me suis retourné. Rien. J'ai repris, plus vite. Là, le frottement a suivi. Une seconde après moi, pas en même temps, en retard, comme un écho, sauf que les échos ne font pas grincer le sol. Le palier de l'escalier était à gauche, une porte coupe-feu, lourde, normalement fermée par ressort. Elle était entrebâillée. Je sais ce que j'ai vu. Un jour de lumière entre la porte et le cadre. Quelques millimètres. Je ne l'avais pas touché. Je me suis approché. L'air qui sortait de l'escalier était plus froid, et il portait une odeur qui n'était pas celle du couloir. Quelque chose de rassis, de vieux textile, comme des draps mouillés enfermés dans une armoire depuis des années. J'ai posé la main sur la porte. Elle était glacée, mais pas comme un métal froid. Glacée comme une chose qu'on a laissée dehors en plein hiver. Je l'ai poussée. Elle a gémi. Et, aussitôt, derrière moi, un pas. Sec. Proche. J'ai basculé dans l'escalier et j'ai tiré la porte vers moi. Elle ne s'est pas refermée. Le ressort n'a pas fait son travail. Comme si quelqu'un tenait la porte de l'autre côté. Je l'ai claquée de toutes mes forces. J'ai appuyé mon épaule contre. J'ai respiré court, la gorge serrée. Silence. Puis, très doucement, à travers la tôle, un bruit de grattement, à hauteur de poignet. Un contact léger. Un test. Une main qui cherche. J'ai descendu 2 marches, puis 4. La lumière de ma torche sautait sur les murs, révélant des traces de mains anciennes, des taches, des graffitis. Je sentais mon cœur cogner dans mes tempes. J'avais l'impression que mes battements faisaient plus de bruit que mes pas. À mi-escalier, j'ai entendu le frottement derrière moi. Pas au-dessus, pas au palier, dans l'escalier. Une marche, puis une autre. En retard d'une demi-seconde sur moi. Je me suis arrêté net. Le bruit s'est arrêté aussi. J'ai repris. 2 marches. Le bruit a repris. Toujours ce décalage. Comme si quelque chose apprenait mon rythme en temps réel. Je suis arrivé au rez-de-chaussée. J'ai débouché dans le hall d'accueil. Les ombres y étaient au plus vaste. Les grandes vitres donnaient sur l'extérieur. Mais dehors, la nuit avait déjà gagné. Mon reflet se superposait au noir. J'ai voulu sortir tout de suite, respirer ailleurs,
voir des voitures, des lampadaires. J'ai fait un pas vers la porte principale et la caméra a refait ce petit clic. L'autofocus. Il a accroché sur quelque chose derrière mon épaule. Sur l'écran, dans le reflet de la vitre d'entrée, j'ai vu une forme se dessiner dans mon dos. Une bande noire, verticale, trop proche, comme si elle collait presque à moi, mais sans me toucher. Je me suis retourné violemment. Le hall était vide. Mais au même instant, la porte d'entrée a fait un bruit sourd. Un clac métallique. Le verrou venait de tomber. Et j'ai compris, avec une certitude glaciale, que je n'étais plus en train de sortir. J'étais en train d'être gardé à l'intérieur. Le clac du verrou a résonné dans le hall comme un coup de marteau. Je suis resté une fraction de seconde à fixer la porte vitrée, incapable d'accepter ce que je venais d'entendre. Le mécanisme, lui, ne mentait pas. Le petit loquet métallique était descendu, fermé. De l'intérieur comme de l'extérieur. Je ne savais pas. Mais fermé. J'ai tiré sur la poignée. Rien. J'ai tiré plus fort. La porte a tremblé sur ses gonds, mais elle n'a pas cédé. Pas comme une porte coincée par la rouille. Comme une porte. Verrouillée exprès. Mon souffle s'est accéléré. J'ai senti ma salive devenir épaisse. Ma lampe frontale éclairait mon propre reflet dans la vitre. Un visage pâle, des yeux trop ouverts. La caméra serrée contre moi comme une arme ridicule. Je n'ai pas voulu regarder le couloir derrière moi. Je le sentais. Je sentais cet espace vide qui n'était plus vide. Cette sensation d'être observé juste en dehors du champ. Alors j'ai fait ce que font tous les gens qui paniquent. J'ai cherché une règle, une procédure, une sortie de secours. À droite du hall, il y avait un long couloir qui menait au bureau et aux anciennes salles d'examen. Au fond, je me souvenais d'une porte métallique latérale, avec un panneau « Sortie ». Je l'avais vue en arrivant, sans y penser. Je me suis mis à marcher vite, presque en trottinant, et le son a suivi. Pas immédiatement, toujours avec ce retard. Un frottement sur le carrelage, une seconde après moi. Je me suis arrêté net. Le frottement s'est arrêté aussi, comme un chien dressé. Je suis reparti, et il est reparti. Même rythme, mais en décalé. Comme si l'endroit reproduisait ma marche avec un léger délai. Je suis arrivé devant la porte, sortie. Une porte lourde, métallique, avec une barre horizontale. J'ai posé la main dessus, glacée, humide, comme si quelqu'un venait juste de la toucher avec une paume trempée. J'ai appuyé sur la barre. Elle a cédé d'1 centimètre, puis s'est bloquée. Quelque chose coinçait de l'autre côté. Un obstacle, une chaîne, un meuble poussé contre. J'ai frappé du pied. Encore. Le métal a gémi. Rien. Derrière moi, un bruit très proche. Un pas, cette fois sans frottement. Un pas net, lourd, qui n'avait pas le retard habituel. Mon sang s'est vidé de mes mains. Mes doigts sont devenus engourdis. Je me suis retourné. Le couloir était vide. Je voyais jusqu'au hall, jusqu'au noir des escaliers, jusqu'aux portes ouvertes. Personne. Aucun mouvement. Rien à quoi accrocher mes yeux. Et pourtant, l'air avait changé. Il y avait une odeur plus forte, maintenant. Un mélange de poussière froide et de métal humide, avec cette pointe âcre qui piquait les narines. Je me suis obligé à faire un truc rationnel. Un geste humain. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Évidemment. Dans ce bloc de béton, au milieu de nulle part. J'ai eu un rire sec, nerveux qui s'est étranglé tout seul. Puis j'ai entendu un son qui m'a coupé en deux. Un bip. Le bip de ma caméra. Le bip qui annonce une mise au point ou un changement de mode. Une petite alerte électronique.
absurde dans ce silence. Je l'ai regardé. L'écran affichait toujours l'image du couloir, mais l'angle avait changé. Je n'avais pas touché au stabilisateur. La caméra s'était tournée d'elle-même, très lentement, jusqu'à cadrer le fond du couloir, derrière moi. Et dans ce cadre, il y avait quelque chose. Pas une silhouette complète, pas un corps clair, juste une zone plus sombre. Mais cette fois, elle avait une forme humaine, une forme mal copiée, trop étroite, trop longue, avec des épaules qui tombaient. Et surtout, elle était immobile, comme si elle savait que je la voyais à travers l'écran et qu'elle attendait que je comprenne. Je me suis figé, incapable de détourner les yeux de ce petit rectangle lumineux. Parce que l'image bougeait. La forme ne se déplaçait pas vers moi. Elle se rapprochait par coupes, comme si la caméra sautait une fraction de seconde. Et à chaque saut, la forme gagnait 1 mètre. 1 mètre, sans pas, sans transition. Bip, plus près. Bip, encore plus près. Mon estomac s'est retourné. J'ai senti une chaleur froide monter dans ma poitrine, comme une envie de vomir. J'ai levé les yeux, cette fois vers le vrai couloir, pas l'écran. Vide. Je les ai baissés vers l'écran. La forme était à 5 mètres. Bip. 3 mètres. Je n'ai pas réfléchi. J'ai lâché la caméra comme on lâche quelque chose qui brûle, et j'ai couru vers le hall, vers la seule zone ouverte. Et derrière moi, dans le couloir, j'ai entendu un son qui n'avait plus rien d'un frottement. Un grattement sur le mur, comme des doigts longs qui couraient le long du plâtre. Et puis, très proche, un souffle. Pas sur ma peau, dans l'air, juste à l'endroit où mon oreille allait se trouver, 1 seconde plus tard. Comme si quelque chose anticipait ma trajectoire. J'ai débouché dans le hall. La vitre d'entrée était là. Le noir dehors. Mon reflet. Et dans mon reflet, pendant une fraction de seconde, j'ai vu une seconde tête, à côté de la mienne. Trop proche, trop haute, avec une bouche qui n'était qu'une ligne. Je me suis jeté contre la porte. J'ai frappé, j'ai hurlé comme un idiot. Et derrière moi, dans le hall, le frottement s'est arrêté. Cette fois, il n'y avait plus de retard. Cette fois, c'était exactement au même moment que ma respiration, comme si la chose était au même endroit que moi, juste légèrement décalée, comme une mauvaise copie qui se superpose. Je ne savais plus où regarder. Mon reflet dans la vitre, le hall derrière moi, l'écran de la caméra abandonné au sol, encore allumé, qui diffusait un couloir que je ne voyais plus. Tout me donnait la même impression, qu'il y avait un moi en trop, collé à moi, mais pas au bon endroit. J'ai reculé d'un pas, très lentement, sans quitter la porte des yeux, comme si c'était la seule frontière qui existait encore. Ma main a cherché la poignée, puis le verrou. J'ai frappé la vitre du plat de la paume. 1 fois, 2 fois. Le son était étouffé, mou, comme si la nuit dehors absorbait tout. Et puis, le verrou a fait un bruit, pas un clac franc. Un petit mouvement interne, un tac discret, comme un mécanisme qui se réajuste. La poignée a bougé sous ma main. Je l'ai tirée. La porte s'est ouverte sur 2 centimètres. Un souffle d'air extérieur m'a fouetté le visage, humide, libre, avec l'odeur de terre froide et de pluie. J'ai senti mes yeux brûler de soulagement. Je n'ai pas réfléchi. J'ai élargi l'ouverture, je me suis faufilé dehors. Et, immédiatement, j'ai compris que j'avais fait exactement ce que ça voulait. Dehors, il n'y avait rien. Pas de lampadaire, pas de voiture visible. Le chemin de gravier était englouti par la nuit. La brume avait épaissi, comme une matière. Ma lampe frontale éclairait un cône court,
avalé à 10 mètres. Le bâtiment derrière moi était une masse noire, silencieuse, et la porte vitrée s'est refermée toute seule, sans claquer, doucement, comme une main qui ferme. Je me suis retourné pour la rouvrir. Elle ne bougeait plus, verrouillée. Je me suis retrouvé de l'autre côté, sans aucun abri, avec ce bloc de béton qui venait de me recracher. J'ai commencé à courir vers le parking, guidé par un souvenir flou de la position de ma voiture. Mon souffle sortait en nuages blancs. Mes chaussures glissaient sur l'herbe humide. Et le son est revenu. Pas derrière moi, à côté. Un frottement de pas qui imitait exactement le mien, collé à mon rythme, mais avec ce minuscule décalage, cette demi-seconde insupportable. Comme si quelqu'un courait à ma hauteur dans la brume, invisible, et apprenait mon corps. J'ai accéléré. Le frottement a accéléré. J'ai tourné la tête. Rien. Juste de la brume, plus dense là où je regardais, comme une peau. J'ai senti, sans le voir, que quelque chose se rapprochait trop, comme si l'air devenait plus lourd sur mon épaule gauche. Puis ma lampe frontale a clignoté. Une fois, 2 fois, et au 3e clignotement, pendant une fraction de seconde, dans le flash blanc, j'ai vu une forme à côté de moi. Une silhouette humaine, mal ajustée, trop longue, trop fine, et sa tête n'était pas au bon angle, comme si son cou refusait la logique. Le flash a disparu, la silhouette aussi, mais mon corps, lui, avait déjà compris. J'ai crié, un son bref, animal, et j'ai couru sans penser, en cherchant les clés dans ma poche, en trébuchant sur des racines. J'ai enfin aperçu la masse de ma voiture. Une ombre plus claire, un reflet sur une vitre. J'ai foncé. Et j'ai senti quelque chose frôler l'arrière de mon blouson. Pas une main. Un contact froid, léger, comme une pression d'air qui te pousse. J'ai ouvert la portière. Je me suis jeté dedans. J'ai claqué. Les clés ont glissé de mes doigts. J'ai juré. J'ai recommencé. J'ai réussi à les enfoncer dans le contact. La lampe intérieure s'est allumée une seconde. Et j'ai vu, sur le siège passager, un détail impossible. Ma caméra, posée là, alors que je l'avais laissée à l'intérieur, sur le sol du hall. Je l'ai fixée, paralysée. Mon cerveau a essayé de trouver une explication. Je l'avais ramassée sans m'en rendre compte. Je délire, je confonds. Mais l'écran de la caméra était allumé. Il affichait une image, l'image du hall. Et dans le hall, on voyait moi, debout devant la porte vitrée, en train de sortir. Sauf que ce « moi » ne sortait pas. Il restait là, immobile, face à la porte, comme s'il hésitait. Puis il tournait lentement la tête vers la caméra, et il souriait. Pas un sourire humain, un sourire trop large, trop lisse, qui ne bougeait pas comme une bouche. J'ai arraché la caméra du siège et je l'ai balancée sur le plancher côté passager. L'écran a continué de briller, obstiné. Et, au même moment, j'ai senti une présence dans l'habitacle. Pas un poids, un froid, une densité dans l'air, juste derrière mon oreille, comme si quelqu'un respirait à l'envers. Je n'ai pas attendu. J'ai démarré. Le moteur a pris. Et dans le silence de la brume, avant même que je bouge, j'ai entendu un bip. Le même bip que tout à l'heure. Sauf qu'il ne venait pas de la caméra. Il venait de derrière moi. Comme si, sur la banquette arrière, quelque chose faisait la mise au point. Je n'ai pas regardé. Je n'ai jamais regardé. J'ai roulé jusqu'à la première route éclairée, jusqu'à voir d'autres voitures, jusqu'à ce que la brume disparaisse. Le lendemain, je suis revenu en plein jour avec 2 amis. La porte du sanatorium était ouverte. Le hall vide. Aucune caméra sur le sol. Ma voiture, elle, avait une trace sur la vitre arrière. 5 lignes fines,
parallèles, comme des griffures. Et au milieu, sur la poussière, un mot écrit du bout de quelque chose de dur. Copie. Je n'ai plus jamais refait d'urbex seul. Parce que je sais maintenant que certains lieux ne veulent pas te faire peur. Ils veulent apprendre ta forme et sortir à ta place. Histoire 2. La zone scellée. Je précise un truc dès le début. Je ne raconte pas ça pour faire le malin. Si je pouvais effacer cette soirée, je le ferais. Mais c'est justement parce que c'est arrivé pour de vrai que ça me revient encore. Par morceaux, dans le noir, quand j'entends un simple cliquetis métallique. C'était en avril 2021. On était deux, moi et Romain, un ami avec qui je faisais parfois de l'urbex. Rien d'extrême, pas des tunnels, pas des toits. On aimait surtout les vieilles usines, les lieux où l'histoire laisse des traces visibles. Cette fois-là, on avait repéré une ancienne usine chimique fermée depuis des années, au bord d'une zone industrielle morte. Grande cuve, couloir de service, bureau vide. Le genre d'endroit où tout est rouille et silence. On a attendu la fin de journée pour entrer, vers 19h30, parce qu'il y avait encore un peu de lumière. On avait des masques FFP2, des gants, 2 lampes et un petit kit de secours. On se croyait sérieux, prudent. L'entrée n'a même pas résisté. Une grille tordue, une porte de service qui ne fermait plus. Ça aurait dû nous alerter. Un endroit vraiment dangereux et souvent mieux scellé. Là, c'était l'inverse. Comme si personne ne voulait s'en approcher, mais que personne n'avait pris la peine de l'empêcher. À l'intérieur, l'air était lourd. Ça sentait la poussière humide, le plastique vieux et quelque chose de piquant, comme un produit ménager rance. Mes pas faisaient un bruit creux, amplifié par les murs de tôle. Le moindre mouvement devenait trop présent. On a filmé les premières salles, des armoires ouvertes, des papiers collés au sol par l'eau, des panneaux « Danger » à moitié arrachés. Romain faisait des blagues, à voix basse, juste pour ne pas laisser le silence s'installer. Et puis on a trouvé le couloir. Un couloir plus propre que le reste. Moins de débris. Comme si quelqu'un y passait encore. Au bout, une porte métallique avec une chaîne et un cadenas. Sauf que la chaîne pendait. Le cadenas était là, fermé, mais sans chaîne. Suspendu à rien. Je me souviens m'être arrêté en même temps que Romain. On s'est regardé. Ce détail n'avait pas de sens. Ils ont oublié de refermer, a murmuré Romain. Je n'ai pas répondu. Je fixais la porte, parce que quelque chose me dérangeait dans la peinture. Des traces verticales, comme si on avait frotté un objet contre. Et au niveau de la poignée, une zone plus claire. Des marques de doigts, peut-être, mais trop longues, trop étirées, comme si la main avait glissé. Juste à côté de la porte, il y avait un tableau d'affichage jauni, des consignes de sécurité, et une feuille, plus récente que les autres, agrafée de travers. Pas un document officiel, une page de carnet, arrachée, écrite au stylo. Je me suis approché pour lire. La lampe a éclairé les mots, et mon ventre s'est serré. Ne pas refermer. Si la porte se verrouille, ne restez pas à deux. L'air change après 7 minutes. Romain a soufflé un rire nerveux. C'est un prank. Quelqu'un qui veut faire peur aux urbexeurs. Je l'aurais aimé. Vraiment. Sauf qu'au moment où il a dit ça, derrière la porte, on a entendu un bruit sourd. Pas un coup, pas un choc. Un bruit de métal qui se déplace, comme une barre qu'on tire lentement de l'autre côté. Romain a levé sa lampe, instinctivement. Moi, j'ai reculé d'un pas, et la poignée a bougé, très doucement, comme si quelqu'un essayait de sortir. La poignée a bougé. Encore. Pas un sursaut, un geste contrôlé, lent, comme si, de l'autre côté, quelqu'un testait la résistance, sans vouloir faire de bruit. Romain a chuchoté
Y a personne. C'est un courant d'air. Sauf que l'air ne passait nulle part. Le couloir était étouffé, stagnant. Et pourtant, sous la porte, un filet plus froid s'est glissé, et avec lui une odeur sèche, agressive. Quelque chose qui piquait le fond de la gorge. Un mélange de plastique chauffé et de produits chimiques oubliés. Je me suis approché de la feuille arrachée. Mes yeux ont refait le trajet des mots, comme si je pouvais les rendre moins vrais. Ne pas refermer. Si la porte se verrouille, ne restez pas à deux. L'air change après 7 minutes. Romain a posé sa main sur la poignée. Je l'ai attrapé par la manche, réflexe. Il m'a regardé, surpris, un peu agacé. On ouvre juste un cran, on regarde. C'est tout. Il a tiré doucement. La porte n'a pas résisté. Elle s'est ouverte d'elle-même, comme si elle attendait. 1 centimètre. 2. Puis elle a glissé plus largement, avec un soupir de métal. Une obscurité compacte est apparue derrière, et l'air froid a frappé nos visages. Lourd, presque humide, avec cette odeur acide qui grattait les sinus. On a passé la tête. C'était une sorte de sas. Petit, mur en béton nu, un sol humide, et, en face, une deuxième porte, plus épaisse, avec un volant de fermeture comme sur les chambres techniques. Au-dessus, un panneau délavé. Zone de neutralisation. Romain a levé sa lampe. Le faisceau a tremblé sur des tuyaux, des vannes, des câbles pendants. Rien de vivant. Rien qui bougeait. Et pourtant, le bruit derrière la porte, ce frottement métallique, venait bien de là. On est entré d'un pas. Juste un pas. Et la première porte s'est refermée derrière nous. Pas violemment. Pas comme un piège de film, une fermeture douce, mécanique, un ch de joint, puis un clic net. Le verrou. Romain a lâché un petit rire. T'as vu ? Elle se ferme toute seule. Il a voulu la rouvrir. La poignée n'a pas bougé. Il a tiré plus fort. Encore. Rien. Le métal était devenu inerte, comme soudé. Il a essayé de pousser, de secouer. La porte a vibré sans s'ouvrir, comme si quelque chose la retenait de l'autre côté. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé ma montre. Je n'aurais pas dû. Mais je l'ai fait. 19h46. Je me suis entendu dire très bas. 7 minutes. Romain a ravalé sa blague. Sa gorge a fait un petit bruit sec. Il a dégluti. Je l'ai vu toucher son masque, comme si tout à coup il se demandait s'il était bien ajusté. On a essayé d'être rationnel. On a cherché un bouton d'arrêt, un système d'ouverture d'urgence, un loquet caché. Rien, juste du béton et du métal. Et puis, l'air a commencé à changer. Au début, c'était subtil, une sensation de bouche sèche, un goût métallique sur la langue, comme si j'avais léché une pièce. Ma respiration devenait plus courte sans que je m'en rende compte, comme si l'air n'avait pas la même prise. Romain a murmuré « J'ai la tête qui tourne ». Sa voix était plus lente, un peu pâteuse, et là, un son est apparu. Un ronronnement très bas, presque inaudible. Pas un moteur franc, plutôt une vibration, comme une ventilation qui démarre derrière les murs. Le sas a semblé se resserrer. J'ai inspiré. L'air ne remplissait pas. Il glissait, trop léger. Comme si je respirais du vide. Romain a toussé. Une toux sèche. Puis une seconde. Il s'est plié en deux. Une main sur le ventre, l'autre sur le masque. « Ça brûle », a-t-il soufflé. Je me suis rappelé la phrase « Ne restez pas à deux ». Sur le moment, je l'ai comprise de la manière la plus simple et la plus horrible. Si on reste là ensemble, on n'aura pas assez d'air. 2 respirations, 2 paniques, 2 corps qui consomment tout. J'ai attrapé Romain par les épaules. Ses yeux étaient vitreux. Il a secoué la tête, lentement. « Sors », a-t-il articulé. « Sors, toi.
Va. Chercher. Je ne voulais pas. Je te jure que je ne voulais pas. Mais je sentais déjà mes doigts picoter. Une faiblesse qui montait dans les bras. Comme si mon corps passait en économie d'urgence. J'ai pris la barre de mon stabilisateur. J'ai coincé le métal dans l'interstice de la poignée. J'ai fait levier de toutes mes forces. Le joint a gémi. La porte a bougé d'1 millimètre. Romain a glissé contre le mur, assis, respirant vite, trop vite. Encore un effort. Mes muscles ont tremblé. Ma vision s'est rétrécie. Et la poignée a finalement cédé d'un cran. Un souffle d'air du couloir est entré, sale, mais respirable. J'ai ouvert juste assez pour passer. Romain a tendu la main vers moi. Faible, tremblante. Je l'ai attrapé. J'ai tiré. Il n'a pas bougé. Son corps était lourd, mou, comme s'il n'avait plus de tonus. Et derrière nous, dans le sas, le ronronnement s'est intensifié. Comme si le système comprenait qu'on essayait de lui échapper. Je l'ai lâché une seconde pour agrandir l'ouverture. Et c'est à ce moment-là que la porte, brusquement, est repartie en arrière. Elle s'est refermée sur Romain, sur sa main. Il a crié. Un cri court, brisé. Et le verrou a claqué. Clic. Je me suis retrouvé dans le couloir, haletant, les poumons en feu. Romain était de l'autre côté, enfermé. Sa lampe tremblait derrière la vitre du sas. Et j'ai entendu sa voix, étouffée par le métal. « Ne reviens pas !» J'ai collé mon oreille contre la tôle. De l'autre côté, Romain respirait. Mais c'était irrégulier, trop rapide. Comme quelqu'un qui essaie de remplir ses poumons et n'y arrive pas. Sa lampe faisait des mouvements absurdes sur les murs du sas, des arcs tremblants, puis des pauses. Comme s'il s'endormait debout. Je lui ai parlé, très vite, trop vite. « Romain, écoute-moi. Je vais trouver un truc. Je reviens. T'entends ? Réponds-moi. » Un souffle, puis sa voix écrasée. « Fais. Vite. » Je me suis arraché à la porte et j'ai couru dans le couloir. Mes pas faisaient un bruit dément dans ce silence. Le couloir propre n'était plus propre. Il semblait hostile, comme s'il m'avait attiré ici exprès. Je cherchais n'importe quoi. Un plan d'évacuation, un local technique, un extincteur, une pince, une barre. Au bout du couloir, il y avait une petite pièce vitrée, une ancienne loge de contremaître. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, des chaises empilées, un bureau et sur le mur, un panneau d'outillage. Vide, sauf un truc. Une barre à mine, longue, lourde, rouillée. Je l'ai prise. Mes mains tremblaient, mais le métal m'a donné une sensation étrange. Au moins ça, c'était réel. Poids, matière, quelque chose qui obéit aux muscles. Je suis revenu en courant. La feuille arrachée était toujours là, au bord de la porte, comme une blague noire. Je l'ai relue en passant, et je me suis accroché au détail le plus simple. 7 minutes. Mon regard a glissé vers ma montre. 19h52. Je n'ai pas calculé. Je n'ai pas voulu savoir combien de temps il restait. Je n'avais que l'urgence. J'ai planté la barre à mine dans l'interstice, près de la poignée. J'ai fait levier. Le métal a gémi. Le joint a vibré. Rien. J'ai forcé encore. Mes épaules ont brûlé. Mes dents se sont serrées. Un petit mouvement. 1 millimètre. Puis le verrou a repris, comme si un mécanisme interne se recalait et annulait mon effort. Je l'ai frappé. Pas comme au cinéma. Pas un grand geste héroïque. Juste un coup sec, désespéré, dans la poignée. Le choc a résonné et m'a renvoyé le bruit dans les os. De l'autre côté, un bruit sourd. Romain venait de tomber. Je n'ai pas vu la chute, mais je l'ai entendu. Un corps qui heurte le béton, puis un frottement de tissu. Romain. Silence.
puis un souffle très faible, à peine. J'ai senti une panique froide me traverser, une pensée brutale. Il va mourir là, et je serai dehors, à taper sur une porte. J'ai reculé de 2 pas. J'ai cherché autour de moi comme un animal coincé. Et j'ai vu, au sol, près du tableau d'affichage, une boîte métallique renversée. Une vieille caisse de maintenance. À l'intérieur, des vis, des colliers et une petite bombe rouge. Un extincteur. Je l'ai tiré vers moi. Il était lourd. J'ai arraché la goupille. Je ne pensais pas éteindre un feu. Je voulais juste faire pression, provoquer un choc. Peut-être faire sauter un capteur. N'importe quoi. J'ai collé le diffuseur contre l'interstice de la poignée et j'ai déclenché. Un jet blanc a explosé. Un nuage de poudre a envahi le couloir. Ça a senti le chimique sec. Ça m'a rempli la gorge. J'ai toussé, les yeux brûlants. Mais surtout, j'ai entendu quelque chose. Dans la porte. Un clic différent. Pas le verrou. Un relais. Un mécanisme qui hésite. J'ai recommencé, 1 seconde, en visant plus bas, au niveau du joint. Et la porte a bougé. Un cran. Assez pour laisser passer une lame d'air du sas, glacée, agressive, piquante, et une odeur qui m'a retourné l'estomac. J'ai glissé la barre à mine dans l'ouverture. J'ai poussé. La porte a cédé d'un coup, comme si la pression interne se relâchait. Elle s'est ouverte sur l'obscurité du sas. Et dans mon faisceau, j'ai vu Romain, assis contre le mur, la tête tombante, son masque de travers, ses yeux mi-clos, sa lampe au sol, tremblotante. J'ai fait un pas pour entrer. Et immédiatement, j'ai senti l'air me mordre la poitrine. Ma respiration a accroché, comme si chaque inspiration était trop fine, trop pauvre. J'ai compris. Si j'entrais pleinement, je tomberais aussi. Alors j'ai fait la seule chose possible. Je me suis penché sans franchir le seuil, j'ai attrapé Romain par la veste et j'ai tiré. Son corps a glissé, lourd, inerte. Je tirais, centimètre par centimètre, les poumons en feu, le cœur dans la gorge. Et derrière lui, dans la zone de neutralisation, j'ai entendu le ronronnement monter d'un cran, comme si le système n'aimait pas qu'on lui vole quelque chose. Je tirais Romain comme on tire un sac trop lourd. Mes mains glissaient sur son blouson humide. Mes avant-bras tremblaient. J'avais la bouche ouverte, mais l'air n'entrait pas comme il fallait. Chaque inspiration était courte, râpeuse, et laissait ce goût métallique sur la langue, comme si je respirais à travers une pièce de monnaie. Romain a enfin bougé. Pas vraiment reprendre conscience. Juste un réflexe. Ses doigts ont accroché ma manche, faible, comme une personne qui se noie. « Tiens bon, je répétais, sans savoir à qui je parlais. À lui, à moi, à l'endroit. J'ai reculé en tirant, et son corps a franchi le seuil. Dès que sa tête est sortie du sas, il a aspiré une goulée d'air du couloir et a toussé, violemment, comme si quelque chose brûlait dans ses bronches. Il a vomi un filet sombre, mince, sur le béton. Un goût acide m'a piqué les narines. Je l'ai lâché une demi-seconde, juste pour agripper mieux, et j'ai senti le froid du sas me saisir l'épaule, comme une main invisible. Pas une caresse, une traction, un rappel. Comme si derrière lui, quelque chose ne voulait pas le laisser partir. Le ronronnement a changé. Il n'était plus constant. Il pulsait, par vagues. Et, au rythme de ces vagues, la porte derrière nous a bougé. Très légèrement, comme une respiration. Je me suis figé une fraction de seconde et j'ai vu, à l'intérieur du sas, au niveau de la deuxième porte, la porte au volant, celle marquée « Zone de neutralisation ». Une ombre glissée sur le béton. Pas une ombre projetée par nos lampes. Ça venait de l'obscurité même.
Une bande plus noire qui se déplaçait sans forme fixe, comme un liquide épais. Romain a levé la tête, les yeux humides, hagards. Il a murmuré « Ferme ». Je n'ai pas discuté. J'ai attrapé la barre à mine, j'ai poussé la première porte pour la refermer, en espérant qu'elle se laisse faire. Elle a résisté, puis a claqué doucement, comme si elle s'asseyait sur son cadre. Je l'ai maintenue quelques secondes, juste pour sentir le verrou s'enclencher. Clic. Sauf que ce clic n'avait rien de rassurant. C'était un son trop propre, trop volontaire, comme si le mécanisme était content. J'ai traîné Romain hors du couloir, vers l'entrée de l'usine, en le portant à moitié. Il pesait 1 tonne. Il respirait dans saccades, en faisant un bruit humide au fond de la gorge. Chaque fois qu'il toussait, ça me donnait envie de courir encore plus vite. On a traversé les premières salles sans parler. La poudre de l'extincteur me collait à la peau, à la gorge. J'avais la tête lourde. Mes mains tremblaient si fort que ma lampe faisait des cercles instables sur les murs. Et puis, derrière nous, dans le couloir propre, un bruit. Un son sec, métallique. Le verrou qui se réarme. Puis, un autre son, plus lent. Le frottement d'une porte qu'on ouvre. Je me suis retourné juste assez pour voir le couloir au loin. Rien de vivant. Mais la lumière de nos lampes a accroché quelque chose qui n'était pas là avant. Le cadenas. Le cadenas s'enchaîne. Il pendait maintenant, à une chaîne. Et la chaîne était tendue, comme si quelqu'un, pendant qu'on fuyait, l'avait remise en place. On est sorti par la porte de service. L'air du dehors m'a frappé comme une gifle. Froid, humide, mais normal. Romain s'est effondré sur le gravier, à genoux, à tousser, les mains dans la terre. J'ai appelé les secours dès qu'on a capté du réseau. Ça a mis un temps fou. 10 minutes, peut-être. Ça m'a semblé 1 heure. Pendant qu'on attendait, j'ai gardé les yeux sur l'usine, persuadé que quelque chose allait apparaître à une fenêtre, à une porte, n'importe où. Rien n'est apparu. C'est ça qui était le pire. Parce que quand les pompiers sont arrivés, ils ont voulu comprendre comment on était entré. Je leur ai montré. On a expliqué la porte, le sas, la feuille, les 7 minutes. Ils ont suivi, prudents. Ils ont éclairé le couloir. Ils se sont arrêtés devant la porte métallique. Et ils m'ont regardé, sincèrement perplexe. La porte était scellée. Passe fermée, scellée. 2 chaînes croisées. 2 cadenas. Et, au centre, une barre de renfort boulonnée au mur. Comme si personne n'avait ouvert ça depuis des mois. L'un des pompiers a dit « Vous vous êtes trompé d'endroit ». Je me suis approché. J'ai cherché la feuille arrachée. Il n'y avait plus rien sur le tableau d'affichage. Seulement du papier jauni, des consignes anciennes. Alors j'ai baissé les yeux. Sur le sol, juste au pied de la porte, dans la poussière, il y avait une trace fraîche. Une trace de main. Pas une empreinte de paume. 5 longues lignes, étirées, comme si des doigts avaient glissé. Et à côté, un mot, griffé dans la poussière, comme avec un clou. 2. Je ne suis jamais retourné dans cette usine. Romain non plus. Il a guéri. Il a repris une vie normale. Mais parfois, quand on se parle, il me dit qu'il se réveille la nuit avec la gorge sèche et l'impression qu'il manque d'air. Comme si quelqu'un comptait encore, dans le noir, à partir du moment où il ferme les yeux. 7 minutes. Toujours 7. Histoire 3. L'étage qui n'existe pas. C'était en novembre 2020, une période où il faisait nuit trop tôt, où tout sonne plus creux, même les rues. J'étais seul, encore une fois, et oui, je sais ce que ça dit de moi. Mais cette sortie-là n'était pas censée être dangereuse. C'était un immeuble soviétique inachevé, abandonné à la périphérie. Un de ces blocs en béton jamais terminés, jamais habités.
Pas de machine, pas de produits, pas de cuve. Juste des escaliers, des étages nus et du vide. Je n'y allais pas pour le frisson. J'y allais pour des photos. Les cages d'escalier, les couloirs répétitifs, cette esthétique froide. Je devais rester 20 minutes. 30, grand maximum. À 16h18, je suis entré par une porte arrière dont la serrure avait sauté depuis longtemps. À l'intérieur, ça sentait la poussière sèche, le ciment et ce parfum d'humidité froide qui te colle à la peau. Mes pas résonnaient immédiatement, multipliés par les murs nus. Un bruit simple devenait une annonce. J'ai allumé ma lampe et j'ai commencé à monter. Les premières marches étaient couvertes de gravier fin. Ça crissait sous mes semelles. Les murs portaient des graffitis anciens, effacés, superposés, comme si des générations d'ados avaient laissé leur nom en se croyant seuls. Les paliers étaient identiques. Toujours le même carré de béton. Toujours la même fenêtre sale. Toujours la même rambarde. Au 2e étage, j'ai pris une photo. Au 3e, une autre. Je notais mentalement les détails pour ne pas me perdre. Un tag en forme de flèche, un trou dans un mur, une vitre fendue. Au 4e, j'ai remarqué un truc banal. La numérotation sur les portes d'appartements. Des plaques en métal, à moitié arrachées, indiquant des numéros. 401, 402, logique. Puis, sur le palier suivant, 501, 502. Normal. Je suis monté encore. Et là, ça a déraillé. Le palier suivant devait être le 6e. Je m'attendais à voir 601. Mais les plaques disaient 701. J'ai cligné des yeux. Je me suis rapproché. Pas de 601. Pas de 602. Directement 701. Comme si un étage entier avait été effacé de la numérotation. J'ai eu ce petit frisson idiot. Pas de peur. Plutôt l'irritation d'un détail qui ne colle pas. Je me suis dit, ils ont changé le plan. Ou quelqu'un a échangé les plaques. Je suis redescendu d'un palier pour vérifier. Les plaques du dessous disaient bien 501, 502. Je suis remonté. 701, 702. J'ai levé la lampe vers la cage d'escalier, comme si je pouvais voir l'étage manquant dans l'air. Rien. Juste du béton et des marches. Et pourtant, le son avait changé. Avant, mes pas résonnaient avec un écho net, simple. Là, il revenait avec un léger retard, comme une seconde paire de pas, collée à la mienne, mais décalée d'une demi-seconde. Un effet d'acoustique, je me suis dit. Une cavité, un courant d'air. J'ai fait 3 pas, exprès. Pas, pas, pas. Et une demi-seconde après, pas, pas, pas. J'ai arrêté de bouger. Le second écho s'est arrêté aussi. Je suis resté immobile, la lampe fixée sur le palier. Et j'ai senti une chose très simple, très froide. Ce n'était pas seulement un écho. C'était un rythme. Comme si quelque chose essayait d'apprendre ma cadence. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la porte. Au fond du palier, 701, une porte sans numéro, plus propre que les autres. Et sur le bois, à hauteur des yeux, un mot écrit à la craie blanche, fraîche, comme si quelqu'un venait de passer. Mon prénom, écrit correctement, comme une invitation. Je suis resté à distance, la lampe pointée sur le mot à la craie. Mon prénom n'était pas griffonné, il était écrit proprement, avec des lettres nettes, comme quelqu'un qui prend le temps. Et la craie avait cet aspect particulier, un blanc légèrement humide, encore poudreux au bord, comme si ça n'avait pas séché. Ça voulait dire une seule chose, quelqu'un était passé ici récemment. Sauf que l'immeuble était vide. C'est pour ça qu'on y vient. J'ai fait un pas, puis un autre. Mes semelles ont crissé. Et derrière moi, dans l'escalier, l'écho a refait la même chose. La seconde paire de pas, une demi-seconde en retard. Pas, pas, puis pas, pas. Je me suis arrêté, la gorge serrée, et j'ai écouté. Le silence s'est tassé autour de moi,
lourd. La poussière flottait dans le faisceau, immobile, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. J'ai murmuré, sans m'en rendre compte. « Y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Mais quelque chose a répondu quand même. Un tout petit bruit, juste à droite, dans le couloir sombre du palier. Un frottement sec, comme une manche contre du béton. Je me suis tourné d'un coup. Rien. Les portes d'appartement étaient ouvertes ou arrachées, des rectangles noirs. Le couloir n'était qu'une bouche de béton. J'ai reculé d'un pas vers l'escalier. Je me suis dit, ok, ça suffit. Photo et je pars. Sauf que je n'arrivais plus à décrocher mes yeux de cette porte sans numéro. Elle avait l'air trop neuve, trop intacte, dans un endroit où tout s'effrite. Même la poignée avait un éclat plus propre, comme si elle était utilisée. Je me suis approché encore. Et là, j'ai remarqué un détail stupide mais implacable. Sous le mot à la craie, il y avait une trace de main sur le bois. Une empreinte de paume, légèrement grise, comme si quelqu'un avait appuyé en descendant la poignée. Pas une vieille trace, une trace fraîche. J'ai tendu la main, sans toucher. J'ai hésité. Derrière moi, l'écho a fait un pas. Pas un retard. Un pas isolé, net. Comme si cette fois, il ne copiait plus. Il se rapprochait, je me suis retourné. La cage d'escalier était vide. La rambarde, les marches, tout. Mais l'air dans l'escalier vibrait légèrement, comme quand quelqu'un vient de passer et que le silence met une seconde à revenir à zéro. Et, dans cette vibration, j'ai senti un parfum très faible, très étrange. Une odeur de linge froid, un mélange de poussière et de savon. Un truc humain, hors de place ici. Mon cœur battait trop fort. Je le sentais dans mes doigts. Je me suis forcé à agir, à ne pas rester planté. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis monté au palier d'au-dessus pour voir si la logique revenait. Une volée de marche. 2. Le palier suivant affichait 801. Pas 801 après 701. Après 701, oui. Mais toujours pas de 601. Et surtout, l'écho était encore là. Plus clair. Plus présent. Comme si l'escalier avait trouvé la bonne acoustique pour me renvoyer mon propre mouvement. J'ai redescendu d'un palier, agacé, nerveux. En revenant sur 701, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. La porte avec mon prénom n'était plus la seule. 2 portes plus loin, sur un autre battant, il y avait un second mot à la craie, écrit de la même main, avec la même craie fraîche. Ce n'était pas mon prénom, cette fois. C'était mon nom de famille. Je suis resté immobile, la lampe tremblante. Parce que là, ce n'était plus un hasard, pas un tag, pas un jeu. Quelqu'un savait qui j'étais. Et pendant que je fixais ces lettres, j'ai entendu le bruit le plus simple et le plus terrifiant de toute la soirée. Un souffle, très proche, juste derrière mon oreille. Comme si quelqu'un respirait exactement là où ma peau allait sentir l'air. Je me suis retourné violemment. Toujours rien. Mais mon écho, mon retard, n'a pas suivi cette fois. Au lieu de se répéter derrière moi, le son est venu devant. Une demi-seconde après mon pivot, j'ai entendu un pas dans le couloir, à l'intérieur du palier. Et ce pas-là n'était pas un écho. C'était une présence qui venait de me dépasser. J'ai fait un pas en arrière, vers l'escalier, pour fuir. Et mon talon a heurté quelque chose. Une marche qui n'existait pas une seconde plus tôt. J'ai baissé la lampe. Dans la cage d'escalier, juste derrière moi, il y avait désormais une volée de marches qui descendait. Vers un palier sombre, plus bas que le 5e. Un palier qui n'était pas sur mon trajet. Un palier en trop. Comme si l'immeuble venait d'ajouter un étage. Et du bas de cette volée, quelqu'un a parlé. Pas fort, pas clairement, mais avec une intonation qui imitait la mienne, comme une bouche qui apprend. « Viens. » Je n'ai pas bougé. Mon cerveau refusait de valider ce que mes yeux voyaient. Une volée de marches apparut, là où, une seconde plus tôt,
il n'y avait que le vide. Je fixais ce palier sombre en trop et mon corps réagissait tout seul. Peau froide, gorge serrée, mains engourdies sur la lampe. En bas, dans l'obscurité, la voix a recommencé. Toujours ce ton qui cherchait la bonne manière de parler. Viens. Ça ressemblait à moi, mais pas assez. Comme si quelqu'un avait pris ma voix et l'avait passée au travers d'un filtre trop humide. J'ai reculé, lentement, pour remonter. Ne pas descendre, ne pas obéir. C'était une règle primitive, claire. Ne va pas vers la voix. Et au moment où j'ai reculé, l'écho a refait son truc. Sauf que cette fois, il n'était plus après moi. Il était avant. J'ai entendu un pas au-dessus, sur le palier 801, alors que j'étais encore en bas. Comme si la copie anticipait mes mouvements. Comme si elle connaissait déjà la prochaine marche que j'allais prendre. J'ai levé la lampe. En haut, rien. Juste la rambarde et le béton. Mais j'ai senti une présence là-haut, une densité dans l'air. Comme quand quelqu'un te regarde et que ton corps le sait avant tes yeux. J'ai pris une décision stupide. Je suis remonté rapidement, presque en courant, pour ne pas laisser la chose se placer devant moi. Mon but était simple, descendre jusqu'à la sortie sans m'arrêter. Ignorer les portes, ignorer la craie. Je suis remonté sur le palier 701. Les 2 inscriptions étaient toujours là. Mon prénom, mon nom de famille. Et, sur une 3e porte que je n'avais pas regardée avant, il y avait maintenant une nouvelle ligne, écrite à la même craie. « Tu es au bon endroit ». Je me suis figé malgré moi, parce que cette phrase n'était pas juste un message, elle était une réponse, comme si l'immeuble réagissait à mon intention de partir. J'ai fait demi-tour. J'ai descendu 2 marches, puis 4, et j'ai entendu le 2e rythme derrière moi, parfaitement calé, plus de retard, plus d'écho. 2 séries de pas identiques, synchrones, comme si quelqu'un descendait exactement dans mon ombre, collé à moi. Je n'ai pas osé regarder. Je sentais l'air bouger, très près de mon dos, sans me toucher. Un froid qui n'était pas celui du béton. Un froid vivant, ponctuel, comme un souffle posé à un endroit précis. J'ai accéléré. Les pas ont accéléré. Je suis arrivé au palier du 5e. Les plaques 501, 502 étaient là. Soulagement bref. Puis j'ai levé les yeux vers l'escalier au-dessus. Et j'ai vu la numérotation. 701. Pas au-dessus. En face de moi. Sur le même niveau. Comme si j'étais revenu au 7e sans monter. J'ai eu un vertige violent. Une nausée instantanée. Je me suis accroché à la rambarde. Mes doigts ont glissé sur la poussière. Non, je ne pouvais pas être revenu. J'ai regardé en bas. Le palier du dessous affichait 801. L'étage, qui n'existe pas, n'était plus un accident. C'était un système, une boucle, une cage qui réarrangeait les chiffres comme elle voulait. Et au moment où j'ai compris ça, un bruit a claqué dans le couloir du palier. Une porte qu'on ferme. Pas doucement, pas par le vent. Un claquement sec, humain, volontaire. Je me suis tourné, lampe braquée. Au bout du couloir, la porte sans numéro était ouverte. Grande ouverte. L'intérieur était noir. Mais la craie blanche sur le bois brillait dans le faisceau, et la poignée bougeait légèrement, comme si quelqu'un la tenait de l'intérieur. La voix est revenue, plus sûre d'elle, moins apprenante, comme si elle avait trouvé la bonne fréquence. « Descends ». Je n'ai pas répondu. J'ai reculé vers l'escalier, pour fuir par en bas, et j'ai senti quelque chose frôler ma joue. Pas un toucher franc, un passage d'air glacé au niveau de la peau, comme si une tête venait de se pencher près de moi. J'ai tourné la lampe vers mon épaule. Rien. Mais sur le béton, à côté de moi, dans le cône de lumière, une ombre s'est dessinée. Une ombre humaine. Sauf qu'elle avait des bras trop longs et qu'elle ne correspondait pas à ma posture. Mon ombre à moi était là, bien normale.
Et à côté, il y en avait une autre, légèrement décalée, comme un double qui se superposait mal. Puis cette seconde ombre a fait un geste que je n'ai pas fait. Elle a levé la main. Et dans la poussière du mur, juste devant moi, une phrase s'est écrite toute seule, comme si une craie invisible frottait le béton, lettre par lettre, très lentement. Si tu descends, tu te perds. Je me suis mis à trembler. Pas « j'ai peur », un tremblement physique, incontrôlable, qui prenait les genoux et les doigts. Parce que je venais de comprendre le piège. Ici, même les avertissements pouvaient être des mensonges. Même « ne descends pas » pouvait être une manière de me faire descendre. Et, dans l'escalier derrière moi, le palier en trop a de nouveau apparu. Cette fois, plus proche, comme si l'immeuble rapprochait la trappe, centimètre par centimètre. Et en bas, dans le noir, la voix a soufflé, presque satisfaite. On va y aller ensemble. Mon cerveau a fini par choisir la seule chose qui restait, le simple. Ne pas comprendre, ne pas négocier, ne pas déchiffrer les messages, juste sortir. J'ai serré la lampe comme une arme et j'ai pris l'escalier vers le bas, d'un coup, en ignorant la volée en trop. Je ne cherchais plus la logique, je cherchais l'élan, la vitesse, le mouvement continu, sans pause, pour ne pas laisser l'endroit recalculer. Les marches ont défilé sous mes pieds, le gravier a crissé, le béton a renvoyé mes pas, et les autres collés aux miens. Cette fois, c'était parfaitement synchronisé. 2 séries de pas identiques, comme si je courais avec moi-même. Je ne me suis pas retourné. À chaque palier, je vérifiais juste une chose. La fenêtre sale, la rambarde, la continuité. Et pourtant, les chiffres sur les portes se moquaient de moi. Je voyais 8 ans, puis 501, puis 701, à nouveau. Je sentais la boucle tenter de se refermer, de me renvoyer au même niveau. Alors j'ai changé de stratégie. Au lieu de descendre normalement, j'ai descendu en sautant les paliers. Je prenais la volée, puis je tournais sans m'arrêter, puis une autre, sans regarder les plaques, sans donner à mon cerveau le temps d'enregistrer les numéros. Juste des mouvements bruts. Gauche, droite, descendre, descendre. Ma respiration me brûlait. Mes poumons râpaient. La lampe tremblait. Les murs semblaient se rapprocher, comme si l'escalier devenait un tube. Et puis, d'un coup, le bruit derrière moi a changé. Ce n'était plus des pas. C'était un frottement. Plus haut. Comme des mains sur la rambarde. Comme si quelque chose descendait sans poser les pieds, en glissant, en se tirant. Je l'ai entendu se rapprocher non pas par distance, mais par volume. Le son devenait plus proche de mon oreille, comme si la chose n'était plus derrière dans l'espace, mais autour, dans la cage d'escalier. J'ai senti un souffle dans mes cheveux, un froid bref. Et, juste à côté de mon visage, une voix a murmuré, parfaitement claire, parfaitement identique à la mienne. On y est. Je ne sais même pas comment j'ai gardé l'équilibre. Mes jambes ont failli se dérober. J'ai agrippé la rambarde. Mes doigts ont laissé des traces dans la poussière. Et au même instant, la lampe a éclairé quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Sur le palier où j'arrivais, la fenêtre n'était pas là. À la place, il y avait un mur plein, du béton brut, sans ouverture. Comme si l'immeuble avait effacé la sortie de lumière pour m'empêcher de me repérer. J'ai eu un réflexe idiot. J'ai cherché l'étage, rez-de-chaussée, en bas. Je me suis penché. Et j'ai vu l'obscurité, très loin, trop loin. Un vide qui n'avait pas de fin visible. La cage d'escalier s'étirait comme un puits. Ce bâtiment ne faisait pas autant d'étages. Je le savais. J'ai reculé du bord, l'estomac retourné. Ma gorge a fait un bruit sec. Je pensais à une seule chose. Ma voiture. La route. Les lampadaires. N'importe quoi de réel. Et là,
Derrière moi, dans le couloir, une porte s'est ouverte. Pas une porte qui grince, une porte qui s'ouvre doucement, comme quelqu'un de poli. Je n'ai pas regardé tout de suite. Je ne pouvais pas. Mais sur le sol, dans le faisceau de la lampe, j'ai vu une chose simple. Une ombre s'allongeait vers moi. Une ombre humaine, oui. Mais trop longue, avec des bras qui atteignaient presque mes genoux. Puis la voix, la mienne, a repris à quelques mètres. Tu peux sortir, il suffit de descendre. Je me suis forcé à fixer mes propres mains, à garder mon cerveau sur quelque chose d'obéissant. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau, pas surprenant. Mais il y avait autre chose. L'heure. 16h18. Exactement l'heure à laquelle j'étais entré. J'ai senti un froid me traverser, pas sur la peau, dans la pensée. Comme si le temps avait été remis à zéro. Comme si le bâtiment voulait que tout recommence jusqu'à ce que je fasse le bon choix. Et c'est là que j'ai vu ce qui m'a sauvé. Sur le mur, juste au-dessus de la rambarde, il y avait un vieux tag, presque effacé, que je n'avais pas remarqué en montant. Une flèche grossière et 3 lettres, sorte. Sortie, abrégée par un gamin peut-être. Une blague, un repère. Mais c'était le premier indice non vivant que je voyais depuis 10 minutes. Un marqueur humain ancien, pas une craie fraîche qui répond. J'ai suivi la flèche. Elle pointait, non pas vers le bas, vers une porte de service sur le palier. Une porte métallique, sale, sans inscription. Je me suis précipité. J'ai appuyé sur la poignée. Elle a résisté. 1 seconde. Puis elle s'est ouverte sur un courant d'air glacé, réel, extérieur. Une odeur de pluie, de terre, de béton mouillé. J'ai traversé sans réfléchir. Et je suis tombé dehors, dans une cour arrière, à moitié envahie par les broussailles. Le ciel était là, gris, réel, avec des bruits de ville lointains. J'ai roulé dans l'herbe humide, j'ai haleté, j'ai toussé, comme si je venais de sortir d'une piscine. Je me suis retourné vers le bâtiment. La porte métallique derrière moi était fermée. Et sur le métal, à hauteur des yeux, quelqu'un avait écrit à la craie blanche mon prénom. Tout frais. Comme si la chose avait franchi la porte avec moi. Puis, la craie a glissé, toute seule, comme entraînée par une main invisible, et une deuxième ligne s'est ajoutée, très lentement. À la prochaine. Je suis parti en courant jusqu'à ma voiture. J'ai roulé sans regarder dans le rétro. Et depuis ce jour-là, quand je monte des escaliers, tard le soir, et que j'entends un écho trop précis, trop humain, je ralentis. Je compte mes pas. Et je fais attention à ne jamais laisser une seconde cadence apprendre la mienne.